Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, Fukushima, 4 ans après la tragédie. Le Japon s'est-il vraiment remis de la catastrophe qui l'a poussé à fermer ses réacteurs nucléaires? Une nécessité environnementale, mais un fardeau de plus pour un géant économique qui ne parvient pas à sortir de la stagnation. Tal Rechef sera avec nous. Et puis la mode écolo version États-Unis. En Floride, l'ensoleillement est exceptionnel. Pourtant, le développement d'énergie solaire est nettement à la traîne par rapport à d'autres États moins gâtés par la météo. Les choses sont peut-être en train d'évoluer, vous le verrez, avec un consensus qui réunit l'ensemble des sensibilités. Reportage tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Tour du monde rapide avant cela de l'actu économique avec l'approbation d'abord par le FMI d'un nouveau plan d'aide en faveur de l'Ukraine. 17,5 milliards de dollars de prêts sur 4 ans avec le versement immédiat de 5 milliards. Il y avait urgence pour un pays dévasté, on le sait, par la guerre et au bord de la faillite après 2 ans de récession. La monnaie locale a perdu 40% de sa valeur depuis le 1er janvier. Les taux directeurs sont à 30%. Kiev, en échange de cette aide internationale, s'est engagé à des réformes drastiques, triplement des tarifs du gaz pour les ménages et plus 70% pour le prix du chauffage. Il s'agit d'un programme sur 4 ans, en réponse aux réformes que nous avons entreprises et qui nous engage à aller de l'avant. Malgré toutes les tentatives de la Russie, nous avons réussi à convaincre le monde sur nos réformes. Et le FMI a pris cette décision sur la base de ces seules réformes. Et en parallèle, c'est la Suède qui va aussi accorder un prêt de 100 millions de dollars à l'Ukraine. Décision prise à l'occasion de la visite à Kiev du Premier ministre suédois Stefan Löfven, qu'on voit en compagnie du président ukrainien Poroshenko. Les détails techniques seront examinés plus tard. Et on l'a aperçu tout à l'heure, Christine Lagarde était hier à Berlin. La patronne du Fonds monétaire international y était accueillie par Angela Merkel en compagnie de ses homologues de la Banque mondiale, de l'OCDE et de l'OMC. Elle est revenue sur les politiques d'assouplissement monétaire adoptées ces dernières années par les grandes banques centrales aux États-Unis, au Japon et plus récemment en Europe. Et malgré les risques induits par ces afflux de liquidités, elle se réjouit des premiers résultats ainsi que des conditions propices à une relance mondiale. Pour la première fois depuis assez longtemps, nous enregistrons de bonnes nouvelles du côté des économies avancées. Il y a le rebond de l'économie américaine, une amélioration et une bonne croissance au Royaume-Uni et la zone euro qui a elle aussi franchi un cap. Voilà, et au même moment, à Paris, c'est François Hollande qui recevait à l'Élysée Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. 2 jours après le coup d'envoi des achats d'actifs par la BCE, le chef de l'État français s'est félicité de l'ajustement euro-dollar. Pour Mario Draghi, les rachats de dettes, déjà 10 milliards d'euros en 3 jours, ne doivent pas freiner les réformes structurelles en zone euro. Notez aussi ce nouveau recul des prix à la consommation en France, moins 0,3% en février sur un an. De la tension dans l'air entre la Grèce et l'Allemagne. Hier ont débuté à Bruxelles les discussions cruciales entre Athènes et ses créanciers autour des réformes proposées par le gouvernement de Tsipras en vue d'obtenir de nouveaux financements. Athènes qui a menacé de saisir des avoirs allemands en compensation des crimes nazis dans les années 40. Pour la Commission et Berlin, il s'agit d'une diversion. Il est très important que ces discussions aient lieu dans le calme et une atmosphère non politisée afin que le travail soit fait. Voilà, et puis un détour par l'Asie où la Banque centrale de Corée du Sud abaisse ce jeudi son taux directeur à 1,75%. Et c'est un record de faiblesse, première réduction depuis octobre. Le but est de combattre là aussi le risque de déflation dans un contexte de ralentissement de la croissance. Nous avons senti qu'il était nécessaire de faire plus pour renforcer la dynamique actuelle de la reprise. À l'avenir, le comité ajustera sa politique monétaire suivant la croissance, l'état des prix et la stabilité financière. Le point sur les bourses, les marchés européens, il faut le dire, qui semblent dopés depuis le début de l'année par la BCE. Hausse spectaculaire et notamment à Paris. Bonjour Eric Lewin. Eric, est-ce que ça peut durer ? Oui, tout à fait David. Alors, en fait, le CAC 40 a brièvement franchi les 5000 points. On est sur un plus haut de quasiment 7 ans. Alors, ce qui est à noter, c'est que les indices européens sont dans l'euphorie, notamment avec un indice CAC 40 qui est 17% depuis le début de l'année, alors que c'est quasiment stable aux États-Unis. Un point pour expliquer tout ça, c'est bien sûr la forte baisse de l'euro. L'euro qui a perdu 13% depuis le début de l'année par rapport au dollar. On est sur des niveaux de 1,05, 1,06.
Et cela facilite bien entendu tous nos exportateurs européens. Cela permet même à la croissance européenne d'être un petit peu plus vaillante. On a eu des prévisions de révision à la hausse de la Commission européenne la semaine dernière sur la croissance, aussi bien sur 2015 que sur 2016. Attention toutefois, parce que si l'euro continue à baisser, cela pourrait provoquer quelques dommages aux États-Unis. On sait déjà que les résultats des entreprises américaines ne seront pas bons pour le premier trimestre. Ils pourraient être assez mauvais même pour le premier semestre. Attention donc à ce qu'il n'y ait pas un vrai décrochage de Wall Street. Et dans ce cas-là, les bourses européennes ne pourraient plus progresser. Décrochage à Wall Street, donc amplifié sans doute aussi par le relèvement attendu cette année des taux de la Fed. Merci Eric. Séisme, tsunami et accident nucléaire, le triple cauchemar du Japon avait lieu il y a tout juste 4 ans. Les conséquences se font encore sentir sur la troisième économie mondiale, puisque la mise à l'arrêt, notamment du parc nucléaire, a forcé Tokyo à importer son énergie. En fallait-il plus pour inverser l'équilibre d'une puissance exportatrice qui voit, depuis le drame, son déficit commercial se creuser. Avant d'en parler avec Tal Richef, le point en images, Anthony Lesme. 4 ans après Fukushima, le Japon pourrait rouvrir 40 centrales nucléaires dès mai prochain, malgré un sondage qui révélait que seuls 36% des Japonais approuvaient cette relance. Aujourd'hui, rien n'empêche Shinzo Abe de faire à nouveau tourner les centrifugeuses, puisque l'autorité de régulation du nucléaire a donné son feu vert. Problème, l'opinion est encore choquée par la catastrophe. Les Japonais ont découvert qu'en début d'année, des fuites radioactives continuaient de polluer l'océan, et ce, en toute discrétion. Des mouvements de protestation se sont alors formés. Les efforts de décontamination ne progressent pas à Fukushima Daiichi. Au lieu de cela, ils continuent de contaminer l'océan et ne parviennent pas à garder la situation sous contrôle. En fait, c'est pire à bien des égards. Nous voulons dire au monde que l'accident nucléaire de Fukushima est loin d'être terminé. C'est pourquoi nous sommes vraiment opposés à la reprise de toutes les centrales nucléaires dans ce pays. L'arrêt des réacteurs a cependant plombé les comptes du Japon. Le nucléaire générait 28% de l'électricité de l'archipel. Pour compenser, les compagnies d'électricité ont dû augmenter les importations de gaz et creuser du coup le déficit commercial nippon. Les coûts additionnels ont eux été répercutés sur la facture des consommateurs qui a augmenté entre 20 à 30%. Quant à Fukushima, le chantier est encore immense. 6000 ouvriers travaillent en permanence sur le site. Bien que les progrès soient lents, nous allons de l'avant. Cependant, ce n'est qu'une étape de notre longue bataille pour les 30 à 40 prochaines années. Et nous sommes toujours au début du processus de la restauration de Fukushima. À l'avenir, il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire et beaucoup d'efforts à fournir. Le Japon fait face à de nombreux défis environnementaux mais aussi économiques. Si l'endettement est toujours préoccupant à presque 200% du PIB, le gouvernement de Shinzo Abe vient d'enregistrer une croissance au 4e trimestre de 0,4% et évite techniquement de rentrer en récession après 2 trimestres négatifs. Reste que les réformes de Shinzo Abe ne rencontrent pas toujours le succès escompté. En recherche de croissance, le Japon semble donc faire le choix du nucléaire, un choix inquiétant alors que la situation à Fukushima n'est toujours pas maîtrisée et que de nombreux réfugiés n'ont toujours pas retrouvé un logement décent. Et des choix complexes pour le gouvernement de Shinzo Abe. On accueille pour en parler Tal Richef, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en affaires Israël-Asie. Tal, d'abord, cette facture énergétique, est-ce que ce ne serait pas finalement ce qui plombe encore plus le Japon et ce qui empêche aussi le plan de relance Abenomics de réussir, de fonctionner ? Je ne vois pas vraiment ça. Disons que les problèmes devant lesquels le Japon se trouve en ce moment-là sont tellement graves que l'histoire nucléaire et le problème de Fukushima, bon, c'est un vrai problème, mais dans le plan économique, ce n'est pas un des grands facteurs qui joue là-dedans. Ouais. Et à part l'énergie, le commerce extérieur japonais, ça marche toujours bien ? Le secteur énergétique. Et bon, ils ont eu le problème après qu'ils ont fermé les centres nucléaires qui produisent l'électricité. Ils avaient le manque d'électricité. Et maintenant, après ces 3 années qui ont passé, ils sont un peu mieux. Ouais. Et donc, le problème ne s'impose plus, mais le risque existe toujours. Alors justement, on va parler des mots du Japon. D'abord, cette spirale déflationniste. Et au vu des résultats justement de la relance monétaire, la planche à billets, ça n'a pas vraiment fonctionné. Est-ce que le Japon, qui est un pays, on le sait, qui vieillit, est condamné à rester dans la déflation, dans la stagnation, moi ? Ça dépend. Et il y a beaucoup de théories à ce sujet-là, si c'est possible, si c'est pas possible. Disons que M. Shinzo Abe, il a pris un grand pari sur cette
cette histoire-là. Il a pris tous les moyens qu'il a pour pouvoir sortir de ce problème-là. Et c'est très difficile de savoir si ça va réussir. Et d'abord, c'est la déflation, bien sûr, mais ce n'est pas seulement la déflation. C'est à la base de tout ça se trouve la concurrence entre l'industrie coréenne, entre l'industrie et en face de l'industrie chinoise. Et pour l'instant, il paraît que l'industrie japonaise a perdu l'esprit jeune qu'ils ont eu pendant les années 60 et 70. Donc, même si au profit finalement de la Corée du Sud. Oui, 2700 milliards de dollars quand même injectés depuis le début du plan d'assouplissement. Alors dans ce contexte, est-ce que c'est une erreur, cette hausse l'année dernière de la TVA, pour un pays qui s'appuie beaucoup sur la consommation interne? Apparemment, oui, ça a été une erreur et je crois que M. Abe a compris que ça a été une erreur, ça a été trop tôt. Et il pensait que le pays était déjà relancé dans le plan économique avec un optimisme qui peut supporter cette hausse, mais ça a été un peu trop tôt. Ouais. Un mot sur la perception aujourd'hui du Japon. Est-ce que c'est un pays qui reste attractif, y compris au niveau de ses grands groupes pour vous? Et ça peut être attractif, ça dépend dans quel secteur. Le secteur traditionnel de l'industrie japonaise, c'est-à-dire les voitures électroniques, tout ça, et c'est pas trop clair, mais il y a d'autres dans lesquels le Japon fait très bien, et le médical, par exemple. Il y en a d'autres. Il faut les chercher. Il ne faut pas penser que n'importe quel sujet japonais peut réussir. Merci beaucoup, Tal Richet, d'avoir répondu à notre invitation. Allez, direction de l'Amérique, côte Est et la Floride qui semble s'éveiller ces derniers temps à son potentiel en termes d'énergie solaire. La Floride, 4e État le plus riche des États-Unis, qui affiche un taux d'ensoleillement remarquable, mais face au retard en matière d'énergie solaire, c'est une coalition des plus hétéroclites qui tente de libéraliser le secteur et le faire enfin décoller. Des conservateurs aux écologistes, le soleil serait-il un rassembleur? Reportage sur place. La campagne pour libéraliser le secteur de l'énergie solaire bat son plein sur ce marché de Floride. Car malgré son taux d'ensoleillement exceptionnel, l'État a du mal à tirer profit de cette ressource naturelle illimitée. Le taux d'utilisation du solaire est inférieur à celui d'autres États comme le New Jersey ou le Massachusetts, où le soleil ne brille pourtant pas beaucoup. Face à cette réalité, les adversaires traditionnels sont devenus alliés de circonstance pour tenter de faire bouger les choses. Notre coalition rassemble des gens de droite, des gens de gauche, des écologistes, des chrétiens évangéliques, la Fédération des commerçants, des gens de tous les horizons. La Floride est l'un des rares États américains qui interdit aux particuliers de revendre l'électricité qu'ils génèrent. Une exception à laquelle le secteur du solaire veut mettre fin pour rendre cette technologie plus abordable. Si une personne se retrouve à produire trop d'électricité, plus que ce qu'elle consomme, alors la seule manière de revendre cette énergie, c'est de se tourner vers les fournisseurs d'électricité traditionnels. Si on avait un marché libéralisé, tout propriétaire pourrait revendre son électricité à qui il veut, au prix qu'il veut. Ce propriétaire a dépensé plus de 35 000 € pour passer au solaire. Et s'il a reçu un crédit d'impôt du gouvernement fédéral, il voudrait maintenant vendre son surplus d'électricité pour rembourser son investissement. Il fait toujours beau ici en Floride. On devrait tous passer au solaire. Les grandes entreprises du secteur, elles, font de la résistance. Une d'entre elles voudrait taxer les usagers qui passent par le réseau électrique existant pour revendre leur énergie. Mais au-delà de l'aspect financier, la coalition pour le solaire avance un autre argument de choc, la protection de l'environnement. Nous avons tous des perspectives différentes, mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est temps de mettre fin au monopole des grandes entreprises dans le secteur de l'électricité, si on veut une énergie propre. La campagne pour libéraliser le solaire en Floride a déjà recueilli plus de 100 000 signatures. Objectif, présenter un référendum local sur la question lors des élections de 2016. Il faudra 700 000 signatures. Allez, c'est l'heure du Media Watch. Et une revue de presse qui fait la part belle aujourd'hui à la consommation avec une étude intéressante. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Mieux vaut ne pas avoir faim au moment de faire ses courses. Exactement, on le sait, donc aller au supermarché quand on a faim, ça nous donne envie de tout acheter, même ce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Mais d'après une étude américaine relayée par le New Yorker, eh bien, la faim ne nous pousse pas uniquement à acheter de la nourriture, mais tout ce qui nous tombe sous la main. Les chercheurs ont fait le test en fait avec des fournitures de bureau, c'est quand même assez différent. Eh bien, les personnes qui n'avaient rien avalé depuis au moins 4 heures sont
sont repartis avec 70% d'articles en plus que les autres. Selon plusieurs scientifiques, ce comportement serait dû en fait au fait que la faim réveille notre instinct de survie. Résultat, on a envie de tout acheter pour éviter un manque dans le futur. Une interaction intéressante entre physiologie et consommation. Et puis on reparle d'Apple, dont les magasins ont tendance à booster les ventes des centres commerciaux dans lesquels ils se trouvent. Oui, on le sait, donc les magasins Apple rencontrent un franc succès. Un succès qui se propagerait aux alentours, pour les boutiques qui se trouvent aux alentours. Selon une étude, installer un Apple Store dans un centre commercial, ça permet d'augmenter donc les ventes de ce centre de 10%. Le problème, comme l'explique le Wall Street Journal, c'est qu'Apple connaît son pouvoir d'attraction. Il s'en sert pour faire baisser son loyer. Habituellement, une ancienne réserve reverse environ 15% de ses ventes au centre. Pour Apple, c'est moins. Certains ne versent que 2%. Et dans le même temps, les centres commerciaux savent l'impact, savent que les magasins vont profiter donc de cet afflux de clients et ils augmentent leur loyer. Au final, c'est ceux qui vendent le plus qui payent des loyers le moins cher et inversement. Donc, je vous rappelle quand même qu'Apple possède environ 450 boutiques dans le monde dont les ventes ont atteint l'année dernière plus de 180 milliards de dollars. Ouais, ça équivaut au PIB de la Roumanie. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà la fin de cette édition d'Économie Le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.